Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Nous recevons Victor Castanet, l'auteur du livre Les Fossoyeurs. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Non, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez publié le 25 janvier, je crois, dernier, une édition augmentée de votre livre, sorti aux éditions Gélus, chez Flammarion. C'est cela, hein, Victor? Je dis pas de bêtises. Dites pas de bêtises. Combien de pages en plus? Soixantaine de pages en plus, je crois. Ouais, un peu plus que 80, une centaine. Bon. Alors, nous allons revenir sur votre livre initial et puis sur ce que vous avez ajouté. En fait, vous avez ajouté un peu les coulisses de votre travail, de votre enquête. Mais Victor Castanet, dans votre premier livre, dans l'édition originale, je dirais, vous avez dénoncé, j'emploie le mot, la situation dans les maisons de retraite et cliniques Orpea. Exactement. C'est bien cela. Où je dénonçais à la fois un système d'optimisation des coûts qui se faisait au détriment d'abord des pensionnaires et ensuite des salariés du groupe, qui passait notamment par des politiques de rationnement. Sur l'alimentation, et j'ai notamment raconté comment il y avait un budget alimentation, on appelle ça un CRJ, de 4,20 € par jour et par personne, donc c'était à peu près 1 € par repas. Et donc, ça obligeait les cuisiniers de ce groupe à rationner en permanence, à peser chaque aliment. Et il me racontait dans le détail. Peut-être des aliments de mauvaise qualité. Exactement. Hein, et à peser. Et il vous racontait comment on pesait les aliments. Exactement. C'était par exemple le soir, pour être très concret, on voulait donner des steaks hachés aux pensionnaires. Et ben, on ne pouvait pas donner un steak haché par personne. Donc, on coupait le steak haché en deux pour avoir 50 grammes par personne. Même si vous aviez 75 ans et vous pesiez 85 kilos, vous donnez une moitié de steak haché. Ça avait des conséquences concrètes, c'est que ça entraînait dans le groupe des taux de dénutrition importants. Parce qu'ensuite, on a pu comparer avec des nutritionnistes les fiches repas de ce groupe et il n'y avait pas assez d'apport en protéines journaliers suffisant. Et donc, ça créait des taux de dénutrition importants et ensuite des syndromes de glissement, voire des décès. Alors pourquoi ces budgets serrés? Pour faire des bénéfices, des profits. Hein, exactement. Orpea, c'était combien? C'est combien de maisons de retraite? Combien de d'EHPAD? Il y a 1000 établissements à travers le monde, dans 23 pays. Et il y a 350 établissements en France, dont un peu plus de 220 EHPAD. Donc c'est le groupe leader du secteur. Ce qui se passait en France se passait aussi à l'étranger de la même manière. Les systèmes d'optimisation des coûts se passaient de la même manière parce que tout était mis en place au siège en France. Après, si vous voulez, il y a un point important en France, c'est que, c'est aussi tout le sujet du livre, c'est une affaire de détournement d'argent public. Et ça, il y a des différences selon les pays, il y a des subventions publiques ou pas selon les pays, et ça change. Et donc ça, c'est aussi très propre à la France, c'est qu'on a des dotations publiques annuelles données par les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Ça représente à peu près entre 1 et 2 millions d'euros par an par EHPAD. Sachant qu'il y en a 220. Donc c'est 300 millions d'euros d'argent public juste pour les EHPAD chaque année. Et ben Orpea avait mis en place un certain nombre de pratiques pour détourner cet argent. Comment ça se passait? C'est par exemple, on vous subventionnait des postes d'aide-soignants. 24 postes pour une résidence. Orpea n'en mettait que 21 alors qu'il avait été financé de 24. Et il faisait des fausses déclarations aux autorités de contrôle et il gardait l'excédent dans les caisses du groupe. Donc vous aviez comme ça dans toutes les résidences du groupe des jeux sur le nombre de postes de soignants. Et donc on enlevait des postes de soignants, on gardait l'argent et on faisait comme ça 100 000 € d'excédent sur un établissement. Et ça entraînait nécessairement une dégradation des conditions d'exercice du métier d'aide-soignant et d'auxiliaire de vie, et évidemment des situations de maltraitance. Parce que du coup, les soignants, les auxiliaires de vie et les autres corps de métier de soignants n'avaient pas le temps de traiter convenablement les personnes âgées. C'est ça tout le sujet du livre. Et le deuxième point, deuxième technique pour détourner de l'argent public, c'était les fameuses marges arrière. C'est-à-dire que ils reçoivent des dotations publiques pour payer les produits de santé, notamment les couches des résidents. Et
ils vont payer leurs fournisseurs et à la fin de l'année, sans que les autorités de contrôle soient au courant, les fournisseurs reversent une partie au siège du groupe, sans que personne ne soit au courant. Sauf que c'était des montants faramineux. Pour les couches, par exemple, c'est 28% de marge arrière. C'est-à-dire que, donc c'est plusieurs millions d'euros rétrocédés par an sur l'argent public. Ça veut dire tout simplement que les personnes âgées dans ce groupe avaient 28% moins de couches que ce qu'ils auraient dû avoir. Bien sûr. Donc, on rationnait les couches et on baissait la qualité de ces couches. Donc, tous ces systèmes de captation d'argent public irréguliers avaient des conséquences quotidiennes, concrètes sur la vie de ces personnes âgées et ensuite sur les conditions de travail des soignants. Oui, alors ça, c'est votre livre, c'est le cœur de votre livre. Là, vous racontez dans ce que vous avez rajouté les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et surtout certaines pressions et tout. Mais je voudrais qu'on fasse le point sur Orpea. Orpea, évidemment, vous avez provoqué la chute d'Orpea, disons-le. Orpea, qui malgré ce détournement d'argent public, était en déficit, mais pourquoi tant de déficit? Plusieurs milliards d'euros? C'était... Si vous voulez, incompréhensible. Orpea, c'est comme un système de Ponzi. C'est-à-dire quand pendant des années, c'était l'entreprise idéale. Oui. Tout le monde vous disait qu'il fallait investir dans Orpea. Tout le monde voulait y aller. D'ailleurs, beaucoup ont investi en bourse. Exactement. Même les petits épargnants. Vous alliez voir votre conseiller bancaire. Vous aviez 20 000 euros d'économie, parfois de toute une vie. Votre conseiller bancaire vous disait quoi? Investissez dans le secteur de la dépendance, des EHPAD, ces porteurs, ces taux de croissance à 2 chiffres. Il y a de plus en plus de personnes âgées en France. Et il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent. Et alors, le leader du secteur, qui est impeccable dans toutes ses notations ESG, c'est notamment la manière dont se comportent les entreprises, c'est Orpea. Donc, on a poussé, toutes les banques françaises ont poussé les petits épargnants français à investir dans Orpea. Et là, ça raconte aussi la faillite de quoi? Des banques, mais aussi des agences de notation qui notaient Orpea et aussi des commissaires aux comptes qui ont vérifié les comptes d'Orpea n'importe comment pendant des années. Parce que comment on a découvert ensuite qu'Orpea était surendetté. Mais alors comment se fait-il? Alors je vais vous le dire, les banques françaises ont parfois changé leurs règles pour donner plus de crédit à Orpea. Et donc il y a eu des lignes de crédit autorisées, acceptées, données à Orpea qui n'auraient pas dû être données parce qu'il y avait déjà à l'époque des taux d'endettement trop importants. Et donc on a pris trop de risques avec Orpea. Il y a ce point-là, et puis il y a une autre chose, c'est qu'Orpea, en plus de ça, si vous voulez, survaloriser leurs acquisitions. Il y avait là aussi des irrégularités sur la valorisation de quand ils achetaient en fait une clinique par exemple, ils estimaient que ça valait 10 millions d'euros, on va dire, ils mettaient ça dans leur compte. Sauf que la nouvelle direction, elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il y avait un grand nombre d'établissements qui étaient survalorisés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? D'un côté, ils avaient énormément de dettes, de l'autre, ils ont dû déprécier les actifs parce qu'en fait, ça valait beaucoup moins que ce qu'ils disaient. Donc ce n'était plus tenable. Et la nouvelle direction s'est effectivement retrouvée avec une situation financière absolument catastrophique. Absolument catastrophique. Alors les conséquences, évidemment, c'est que le cours de bourse est passé de 85 € l'action à aujourd'hui, je sais pas, ça vaut quoi? 5 € l'action? Moins, c'est passé de 91 et au max c'était à 121. Et je crois que là, on était à 3, un peu moins de 3 €. Donc vous voyez, pour celui ou celle qui a investi en bourse sur Orpea, ils ont perdu 6,5 milliards de valorisation nette. 6 milliards. Donc Orpea est passé sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut savoir que la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'arme financière de l'État. Il y a des assureurs qui sont venus dans le conseil d'administration et qui sont venus aider au redressement d'Orpea. Je pense à CNP Assurance, je pense à la Maïf, par exemple. Bien, il va falloir sauver Orpea. Est-ce que, à la suite de votre livre, parce que ça m'intéresse plus que l'aspect financier, à la suite de votre livre, est-ce que les conditions de vie, à la fois des résidents et des salariés, se sont améliorées? Ça, c'est la question la plus importante. Et pour moi, et pour toutes les familles, les pensionnaires et les salariés. Si vous voulez, oui et non, c'est-à-dire, ça s'est amélioré. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous aviez des techniques de détournement d'argent public qui se faisaient en enlevant des postes de soignants et des produits de santé, ce système-là, il a été stoppé. Donc, il y a plus de soignants, on a remis des soignants,
et il y a plus de produits de santé qu'avant. Donc nécessairement, la situation s'améliore sur le terrain. D'ailleurs, Orpea a annoncé une politique de recrutement massif. C'était plusieurs centaines de nouveaux recrutements par mois. Donc il y a ce système-là, qui était un système en soi maltraitant, qui a été stoppé. Après, et pareil sur l'alimentation, le budget alimentation, par exemple, là encore a été augmenté. Il était à 4,20 €, il est passé à 5,60 €, donc je crois qu'il y a une augmentation de 35%. C'est des avancées. C'est évidemment loin d'être suffisant, mais c'est des vraies avancées. Des vraies avancées. Mais le problème de fond, et tant qu'il ne sera pas réglé, il y aura des situations de maltraitance dans les EHPAD français, c'est le nombre de soignants. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, en France, on a un ratio à peu près d'un peu plus de 6 soignants et animateurs pour 10 résidents. Dans les pays du Nord, c'est 10 sur 10, c'est-à-dire un personnel pour un pensionnaire. Et on vise, en France, c'est tous les acteurs du secteur aimeraient au moins viser 8 sur 10. Et donc là, il y a une demande du secteur, que ce soit le privé, le public ou l'associatif, pour qu'il y ait une réponse gouvernementale et qu'enfin le gouvernement dise qu'on va mettre des postes de soignants. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont des comptes solides, des finances solides et qui offrent un confort de vie et un confort de travail satisfaisant? Il y a d'autres groupes, parce qu'il n'y a pas que. Il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a évidemment d'autres groupes privés qui se comportaient mieux qu'Orpea. C'est une évidence. Et heureusement. Il n'y avait pas des situations de maltraitance partout en France. En revanche, il y a un problème de fond structurel. C'est que tant que ce ratio soignant de 6 sur 10, il touche tous les groupes. C'est financé par l'argent public. Public-privé d'ailleurs. Donc tant que le gouvernement, le ministre de l'Autonomie et surtout le président de la République ne décideront pas qu'on va financer plus de postes de soignants pour les EHPAD, il y aura des problèmes de fond. Tant qu'il n'y aura pas de loi grand âge, on n'avancera pas. C'est exactement ça. Et c'est pas moi, journaliste, qui le dit, c'est tous les acteurs du secteur. Que ce soit les familles, les soignants et même les acteurs privés. Ils savent qu'ils ont vécu une crise de fond très très forte qui a cassé le lien de confiance avec les familles et les soignants. Donc ils savent qu'ils vont devoir restructurer totalement le secteur pour retrouver la confiance des familles, des soignants et des marchés. Donc même les acteurs privés, ils le souhaitent aujourd'hui. Donc la réponse, elle est entre les mains du gouvernement. Et moi, je me suis retrouvé en débat face au ministre de l'Autonomie, Monsieur Combe. Bon, il dit aujourd'hui, en gros, ça sert à rien de mettre plus de moyens, plus d'argent dans le secteur, parce que de toute façon, on n'arrive pas à recruter. C'est comme ça qu'ils pensent les choses. Moi, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas venir parce que les conditions de travail sont aujourd'hui dégradées, non satisfaisantes, et que si vous devenez aide-soignante et auxiliaire de vie, c'est pour pouvoir traiter dignement les personnes âgées. Si en revanche, je vous dites demain, vous serez plus 6 soignants pour 10 résidents, mais vous serez 10 maintenant, ils vont savoir que leurs conditions de travail vont s'améliorer, et donc ils vont venir. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment. Donc je pense que ça ressemble beaucoup, ce qui se passe depuis plusieurs mois, à des manœuvres dilatoires du gouvernement pour, encore une fois, déplacer la question et ne pas la régler. Bien, on va prendre très vite, parce qu'on a malheureusement plus de temps. Gilles, qui est à Sénon, en Gironde. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour Monsieur Cassanet. C'est Jean-Jacques, mais c'est pas grave, Gilles, on s'en moque. Bon, vous mettez à disposition des services pour faire de l'activité sportive adaptée, c'est cela? Oui, tout à fait. Aux résidents d'EHPAD. Voilà, pour tous les EHPAD en France, on est en train de proposer, nous, un parcours d'appareils isocinétiques totalement sécurisés qui permettent de maintenir l'autonomie des personnes âgées. Et malheureusement, le gros débat est lié à l'argent, parce que les EHPAD, effectivement, sont souvent dépourvus, mais ils sont tous très très intéressés pour maintenir l'autonomie de la résidence. Oui, il n'y a pas non plus... les EHPAD ne sont pas tous des mouroirs. Non, pas du tout. Non, évidemment, c'est pas tous des mouroirs. Et la nourriture et l'activité physique sont deux points fondamentaux. Et malheureusement, ce qui se passe, et là on en revient au problème du manque de soignants, c'est que souvent il y a des pensionnaires qui arrivent dans une résidence et au bout de 3 semaines, ils ne marchent plus, par exemple. Pourquoi ? Parce que quand vous manquez de soignants, il suffit qu'une fois une personne soit un peu lente quand elle marche pour aller dîner. Vous allez la mettre dans un fauteuil roulant.
10 jours après, elle ne marche plus, c'est fini. Si vous avez en revanche des soignants, vous avez le temps d'accompagner cette personne, d'aller la faire manger, de vous occuper d'elle. Donc, évidemment, la question des soignants là est fondamentale et toutes les activités annexes, notamment sportives, sont indispensable pour maintenir en forme les personnes âgées. Évidemment, évidemment. Bien, merci Gilles. Un mot, il me reste 45 secondes, un mot sur les pressions que vous avez. Mais c'est normal à la limite. Lorsque vous avez sorti ce livre, vous avez fait l'objet de pression, j'imagine, d'intimidation, malheureusement, c'est le lot du genre. Quand vous attaquez un groupe comme Orpea, qui pèse à l'époque 7 milliards d'euros et qui a des pratiques dysfonctionnelles dans toutes ses branches, et notamment le service RH, où on faisait appel à des sociétés de surveillance pour monter des dossiers sur certains salariés, où on venait infiltrer des salariés, notamment syndiqués, au sein des cliniques Orpea quand même, il y avait ça. Donc vous savez que vous allez subir des ripostes et des formes de pression et d'intimidation. Ce que je raconte dans les derniers chapitres, ce qui est un point pour moi essentiel, c'est comment une société cotée en bourse missionne un certain nombre d'acteurs de l'ombre pour essayer de limiter l'impact d'une enquête à paraître. Et c'est essentiel parce que ça montre la manipulation d'informations. Et là, je parle des sociétés d'intelligence économique, je parle des boîtes de communication de crise, en l'occurrence Imagechef, je parle des instituts de sondage qui ont été missionnés pour mettre des sondages avantageux sur Orpea. C'est très important pour le grand public de savoir que certains éléments qui se retrouvent dans les médias comme des éléments d'information sont en fait des éléments de communication. Ça fait plaisir d'entendre ça. Merci Victor Castanet. Merci beaucoup. Alors je rappelle, Les Fossoyeurs, c'est une nouvelle édition. J'ai lu Flammarion, 12h27. Merci de nous avoir accompagnés. André Berkoff.